Sur le Titanic, les premières personnes sont mortes sans même savoir que le navire coulait. Il était presque minuit lorsque le Titanic, le plus grand symbole de luxe et de technologie de son temps, a heurté un iceberg dans l'obscurité de l'Atlantique. Il n'y a pas eu d'explosion ni de feu, juste un son métallique déchirant. Et pourtant, à cet instant, tout était perdu. Conçu par la White Star Line, le Titanic avait 16 compartiments étanches qui, en théorie, le rendaient insubmersible. Mais il y avait une erreur fatale dans cette logique. Si plus de 4 compartiments se remplissaient, le bateau ne flotterait pas. Cette nuit-là, 5 se sont brisés, alors que certains passagers dormaient encore. L'eau coulait déjà entre les murs d'acier. Le Titanic semblait stable au début, mais c'était simplement le prélude à l'effondrement. Ils ont essayé d'envoyer des signaux, mais le Carpathia, le seul navire à proximité, était à des heures de distance. Et puis un autre problème est apparu. Il n'y avait des bateaux que pour la moitié des personnes, et beaucoup n'ont même pas été remplis. Certains ne voulaient pas quitter le navire, d'autres n'ont même pas atteint le pont. Sur les 2200 personnes à bord, seulement 706 ont survécu. Les autres, principalement des passagers de 3e classe et des membres d'équipage, sont morts piégés et gelés, ignorés par un système qui privilégiait le statut plutôt que les vies. Ce qui semblait un exploit d'ingénierie s'est transformé en tragédie par excès de confiance. Le Titanic n'a pas seulement coulé à cause d'un iceberg, il a coulé à cause de l'arrogance. Et ce n'est qu'alors, quand il était déjà trop tard, que le monde a compris qu'il ne suffit pas de construire quelque chose de grand si tu n'es pas préparé à ce que tu ne peux pas contrôler. La tragédie de Halifax a commencé d'une manière presque inoffensive. Le 6 décembre 1917, des milliers de personnes sont sorties calmement dans la rue simplement pour voir un petit bateau en flammes flotter lentement vers le quai d'Halifax. Ils ne savaient pas qu'ils étaient à quelques secondes d'être désintégrés. Ce navire était le Mont Blanc, un cargo français transportant une combinaison mortelle, acide picrique, TNT, benzène et autres explosifs. Tout ce qu'il fallait pour effacer une ville de la carte et personne ne le savait. Il n'y avait pas de drapeau d'avertissement. La catastrophe à Dawson Harbor a commencé par une simple collision dans le port étroit de Halifax. Un malentendu de navigation entre le Mont Blanc et le navire norvégien Imo a provoqué une collision. L'impact a provoqué un incendie à bord du Mont Blanc. Son équipage, sachant que le navire était une bombe flottante, a sauté par-dessus bord et s'est enfui sans donner d'explication. Mais le vrai problème ne faisait que commencer. Le navire a continué à brûler sous les yeux de tous. Ni les pompiers, ni les soldats, ni les civils ne savaient ce qui allait exploser. À 9 heures du matin, alors qu'une foule s'était déjà rassemblée, toute la ville a tremblé. Le Mont Blanc a explosé avec une force de 2,9 kilotonnes de TNT. L'onde de choc a brisé des fenêtres à plus de 90 km et a créé un tsunami dans le port. Plus de 2000 personnes sont mortes instantanément. Près de 9000 ont été blessées, beaucoup d'entre elles ayant été aveuglées par le verre, volant à des vitesses supersoniques. La moitié nord de Halifax a été détruite. 12 000 bâtiments ont été réduits en poussière. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Les hôpitaux se sont effondrés et le chaos était total. Et bien que l'aide soit venue de partout au Canada et aux États-Unis, la leçon avait été brutalement claire. Une série d'erreurs humaines, de silence et de mauvaises conceptions peuvent faire exploser une ville entière. L'explosion d'Halifax n'a pas seulement laissé des cicatrices physiques, elle a redéfini la manière dont le monde gère les urgences. Mais pour des milliers de personnes, ce matin-là, l'histoire s'est terminée avant qu'ils ne puissent comprendre ce qu'ils voyaient. L'Holocauste a commencé avec une intention apparemment bienveillante pour les Allemands, créer un monde meilleur. En 1933, lorsqu'Adolf Hitler et le parti nazi ont pris le pouvoir en Allemagne, ils ne sont pas arrivés en tyrans. Ils sont arrivés en promettant de l'ordre, une pureté raciale et une prétendue reprise économique. Mais leur idéologie antisémite accusait les Juifs de tous les maux du pays, de l'inflation à la défaite de la Première Guerre mondiale. Et le pire, c'est que des millions de personnes y ont cru. Ils ont commencé petit à petit. En 1935, les lois de Nuremberg ont officiellement dépouillé les Juifs de leurs droits en tant que citoyens. Ils ne pouvaient non plus se marier avec des Allemands, travailler dans certains emplois, ni avoir voix au chapitre dans la vie publique. La marginalisation était légale et systématique. Quand la guerre a éclaté en 1939, cette marginalisation est devenue un enfermement. Les Juifs ont été confinés dans des ghettos dans des conditions inhumaines, où la faim et les maladies faisaient partie du quotidien. Et en 1941, ce que les nazis appelaient la solution finale a été mise en œuvre,
un plan pour exterminer complètement la population juive d'Europe. Auschwitz, Treblinka et Sobibor sont des lieux qui aujourd'hui résonnent comme une horreur inévitable, mais qui à l'époque étaient des projets d'ingénierie logistique, de trains, de fours, de gaz et de chiffres. Des millions sont morts dans des chambres à gaz, d'autres par des fusillades massives, la faim, le travail forcé ou les marches de la mort. Et ce n'étaient là pas seulement les juifs, les roms, les personnes handicapées, les esclaves, les dissidents politiques et les homosexuels ont également été persécutés. Personne qui ne correspondait pas à la norme imposée n'avait le droit de vivre garanti. Lorsque les Alliés ont libéré les camps en 1945, le chiffre était incompréhensible. 6 millions de juifs assassinés et 5 millions d'autres, non-juifs. L'Holocauste est l'une des atrocités les plus systématiques, documentée et exécutée de l'histoire. Et tout cela s'est produit parce qu'une nation a décidé que l'extermination était légale. Bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. En août de 1945, lorsque les États-Unis ont lancé 2 bombes atomiques sur le Japon, l'objectif était clair: forcer une reddition immédiate et éviter une invasion qui aurait pu coûter des millions de vies. Mais la manière dont cette reddition a été obtenue a laissé des cicatrices impossibles à refermer. La guerre dans le Pacifique avait été brutale. Le Japon ne montrait aucun signe de reddition. Et le 6 août, à 8h15 du matin, le monde a franchi un seuil sans retour. La bombe Little Boy est tombée sur Hiroshima, une ville d'importance militaire et industrielle. Elle était chargée avec de l'uranium-235 et a explosé avec la force de 15 000 tonnes de TNT. En quelques secondes, 70 000 personnes ont disparu. Des dizaines de milliers d'autres sont mortes lentement dans les semaines suivantes à cause des brûlures, des blessures et de la radiation. 3 jours plus tard, le 9 août, la deuxième bombe, Fat Man, a été lâchée, cette fois sur Nagasaki. Bien que plus puissante, une explosion de 21 kilotonnes. La géographie montagneuse de la ville a limité les dommages. Quand même, 40 000 personnes sont mortes sur le coup. À la fin de 1945, plus de 200 000 personnes étaient mortes entre les deux villes, la majorité de civils, de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et beaucoup d'autres seraient marqués à vie par des maladies, des traumatismes et des malformations génétiques. Le 15 août, le Japon s'est officiellement rendu. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais ce qui a commencé ce mois-là était quelque chose de complètement différent. L'ère nucléaire, une période de peur constante, de course aux armements et de questions qui, encore aujourd'hui, restent sans réponse. La catastrophe de Texas City, un engrais, le même que celui utilisé pour faire pousser les cultures, est ce qui a détruit une ville entière. Le 16 avril 1947, dans le port de Texas City, un cargo français, le SS Grand Camp, était amarré avec plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium à bord. Un composé couramment utilisé comme engrais, mais qui, sous certaines conditions, se transforme en bombe. À 8h du matin, un petit incendie a été détecté dans la cale du bateau. Ils ont tenté de l'éteindre, mais n'y parvenant pas, le capitaine a ordonné quelque chose qui semblait raisonnable: fermer les écoutilles pour étouffer les flammes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela accélérerait une réaction chimique incontrôlable, provoquant une explosion de la cargaison. La détonation a été si puissante qu'elle a été entendue à plus de 240 km de distance. Un nuage en forme de champignon s'est élevé au-dessus de la ville, tandis que l'onde de choc détruisait des maisons, des usines, des raffineries et le quai entier. Des morceaux du bateau ont été projetés à des kilomètres, et de nombreux ouvriers sont morts sur le coup. Mais le désastre n'était pas terminé. Le lendemain, un deuxième bateau, le SS High Flyer, également chargé de nitrate d'ammonium, a explosé dans le même port, amplifiant encore la destruction. On estime que 500 à 600 personnes sont mortes. Plus de 5000 ont été blessés. Des centaines de corps n'ont jamais pu être identifiés. Des milliers se sont retrouvés sans abri, et les dommages matériels étaient incalculables. Ce qui a commencé comme un petit incendie sur un bateau amarré s'est transformé en l'un des pires accidents industriels de l'histoire des États-Unis. La tragédie de Bhopal, une usine construite pour tuer des nuisibles, a fini par tuer des gens. La nuit du 2 décembre 1984, dans la ville indienne de Bhopal, l'usine de pesticides d'Union Carbide fonctionnait comme n'importe quelle autre nuit, du moins en apparence. Mais à l'intérieur de leur réservoir, 42 tonnes de méthylisocyanate, l'un des produits chimiques les plus toxiques de la planète, étaient stockées.
L'usine avait des systèmes de sécurité mais beaucoup étaient désactivés. Certains échouaient et d'autres n'avaient tout simplement jamais été testés. La maintenance était défaillante, le personnel mal formé et les protocoles inexistants. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné cette nuit-là. Par accident, de l'eau est entrée dans l'un des réservoirs contenant ce produit chimique. Ce qui s'est passé ensuite, c'est une réaction chimique incontrôlée. La pression a augmenté, la température aussi, et finalement, le gaz s'est échappé. Un nuage mortel s'est répandu sur les zones résidentielles voisines, alors que des centaines de milliers de personnes dormaient. Certains se sont réveillés en toussant, d'autres avec les yeux brûlants. Beaucoup ne se sont jamais réveillés. Les quartiers les plus pauvres construits à côté de l'usine ont été les premiers à être touchés. En quelques heures, des milliers de personnes sont mortes. Les hôpitaux se sont effondrés et les autorités étaient paralysées. Personne ne savait comment réagir. Les chiffres officiels parlent d'environ 3000 décès immédiats, mais les effets du gaz ont continué à tuer pendant des semaines, des mois et des années. Plus d'un demi-million de personnes ont été exposées. Des milliers ont souffert de maladies chroniques, de malformations congénitales, de cécité et de dommages pulmonaires irréversibles. Certaines communautés ne s'en sont jamais remises. Union Carbide a été durement critiquée, mais beaucoup de responsables ont évité les conséquences réelles. Et pendant ce temps, des dizaines de milliers de survivants luttent encore pour la justice, les soins médicaux et pour être entendus. La catastrophe de Tchernobyl a commencé par un test qui devait rendre l'usine plus sûre. Le 26 avril 1986, à la centrale nucléaire de Tchernobyl dans la ville soviétique de Pripyat, un test nocturne était en cours sur le réacteur numéro 4. L'objectif était de simuler une coupure électrique pour voir si le système pouvait rester stable. Mais cette nuit-là, tout ce qui devait être évité s'est produit en même temps. Les opérateurs ont fait des erreurs graves. La conception du réacteur était déjà instable et pour terminer le test, ils ont désactivé plusieurs systèmes de sécurité essentiels. La puissance du réacteur a chuté à des niveaux dangereusement bas et lorsqu'ils ont essayé de la récupérer, ils l'ont complètement déstabilisée. En quelques secondes, une montée brutale de puissance a provoqué une explosion interne. Le cœur a explosé et le toit du bâtiment a été soufflé dans les airs. Tchernobyl avait explosé. De grandes quantités de matières radioactives ont été libérées dans l'atmosphère. Les incendies se sont propagés et la radiation a commencé à se répandre à travers l'Europe, bien que les autorités aient mis des jours à reconnaître ce qui s'était vraiment passé. La Biélorussie, l'Ukraine et la Russie ont été les plus touchés. 2 travailleurs sont morts dans l'explosion. Dans les jours qui ont suivi, 28 pompiers et techniciens supplémentaires sont morts du syndrome de radiation aiguë. Mais ce n'était que le début. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Et Pripyat est devenue une ville fantôme en quelques heures. Avec le temps, les effets de la radiation ont commencé à apparaître. Cancer de la thyroïde, maladies congénitales, mutations, troubles immunologiques. Certaines estimations suggèrent que les décès indirects pourraient atteindre des dizaines de milliers. Tchernobyl a été un tournant. Cela a montré qu'une erreur technique au mauvais endroit avec les mauvaises décisions peut contaminer des pays entiers. Le massacre de Columbine a été un plan exécuté avec précision par 2 étudiants du même lycée. Le 20 avril 1999, à Littleton, Colorado, Eric Harris et Dylan Klebold, tous 2 en dernière année au lycée Columbine, ont lancé une attaque qu'ils préparaient depuis plus d'1 an. Ils avaient accumulé des armes, des explosifs artisanaux et des munitions avec l'intention de provoquer le pire massacre scolaire de l'histoire du pays. Ce matin-là, ils ont placé des bombes dans la cafétéria. L'objectif était clair, les faire exploser pendant l'heure du déjeuner et tirer sur ceux qui tentaient de s'enfuir. Mais les bombes n'ont pas explosé. Donc, à 11h20, ils ont commencé l'attaque avec leurs armes. Ils ont d'abord tiré sur des étudiants qui étaient à l'extérieur, puis ils sont entrés dans le bâtiment et ont marché dans les couloirs avec un calme total. Ils se sont dirigés vers la bibliothèque. Là-bas, ils se sont moqués des victimes avant de leur tirer dessus. Il y a eu une brève fusillade avec la police qui est arrivée rapidement sur les lieux. Mais à l'intérieur de l'école, le chaos était déjà incontrôlable. L'attaque a duré 47 minutes. Au final, Harris et Klebold se sont suicidés dans la bibliothèque. 12 étudiants et un professeur sont morts. 21 autres personnes ont été blessées par balles et des centaines ont été marquées à vie, non seulement par l'horreur de ce jour, mais aussi par le fait que les assaillants étaient des camarades. Columbine a tout changé, mais cela a également révélé quelque chose que personne ne voulait accepter. Le prochain attaquant n'était plus un inconnu. Il pourrait être assis dans la même pièce que toi, l'attentat du 9 novembre.
L'attaque terroriste la plus dévastatrice de l'histoire moderne s'est produite en plein cœur de New York en plein jour. Le 11 septembre 2001, le groupe extrémiste Al-Qaïda a coordonné une attaque sans précédent. 19 terroristes ont détourné 4 avions de ligne pour les transformer en armes. 2 d'entre eux ont été écrasés contre les tours jumelles du World Trade Center. L'impact a été dévastateur, mais le pire était encore à venir. Les 2 gratte-ciel se sont effondrés, emportant des milliers de vies sous un nuage d'acier et de poussière. Un 3e avion s'est écrasé contre le Pentagone et le 4e, qui se dirigeait vers une autre cible à Washington, a été stoppé par les passagers eux-mêmes qui ont affronté les pirates de l'air avant que l'avion ne s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Près de 3000 personnes sont mortes ce jour-là, la plupart dans les tours, d'autres dans les avions et au Pentagone. Des milliers d'autres ont été blessés et des millions ont assisté en direct au changement du monde pour toujours. Le 11 septembre, par conséquent, a déclenché des guerres, modifié la sécurité mondiale et laissé une question permanente. Comment était-il possible que personne ne l'ait anticipé? La tragédie de Fukushima. L'une des centrales nucléaires les plus avancées du monde a été littéralement détruite par l'eau. Le 11 mars 2011, le Japon a subi le tremblement de terre le plus fort de son histoire moderne. Mais ce n'est pas le séisme qui a provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est ce qui est arrivé après. Un tsunami avec des vagues allant jusqu'à 40 mètres a frappé la côte et tout emporté sur son passage, y compris l'usine nucléaire de Fukushima Daiichi, exploitée par la Tokyo Electric Power Company. L'eau a inondé les installations et désactivé les générateurs de secours, essentiels pour refroidir les réacteurs. Sans refroidissement, le système s'est effondré. Dans les jours suivants, il y a eu 3 fusions nucléaires. La pression interne a augmenté, l'hydrogène s'est accumulé, et finalement, les bâtiments des réacteurs ont explosé, libérant des matériaux radioactifs dans l'air. La terre, l'eau et les cultures ont été contaminés. Plus de 150 000 personnes ont été évacuées. Bien qu'il n'y ait pas eu de décès immédiat dus aux radiations, le chaos de l'évacuation, l'abandon des hôpitaux et le stress ont causé au moins 1600 décès indirects, la plupart des personnes âgées. La zone d'exclusion de 20 km est toujours active et le processus de décontamination prendra des décennies. Le Japon a temporairement fermé toutes ses centrales nucléaires et le pays tout entier a repensé sa relation avec l'énergie atomique. Le massacre de Sandy Hook. Une école primaire, l'endroit où les enfants devraient être les plus en sécurité, s'est transformé en un champ de bataille en moins de 5 minutes. Le 14 décembre 2012, Adam Lanza, un jeune homme de 20 ans, a commencé la journée en tuant sa mère. Ensuite, il s'est dirigé vers l'école primaire Sandy Hook, à Newtown, Connecticut. Armé d'un fusil semi-automatique, il est entré en tirant à travers une fenêtre. À l'intérieur de l'école, la panique a été immédiate. En seulement 5 minutes, il a tué 20 enfants et 6 adultes, y compris des enseignantes et du personnel qui ont essayé de protéger les élèves avec leur propre corps. Certaines classes ont réussi à se cacher, d'autres n'ont pas eu le temps. Quand la police est arrivée, Adam s'est suicidé. Les victimes étaient si jeunes qu'elles ne savaient même pas ce qu'était une vraie menace. Le débat sur le contrôle des armes à feu, la santé mentale et la sécurité scolaire s'est ravivé. Le président Barack Obama a demandé des réformes urgentes, des vérifications des antécédents plus strictes et l'interdiction des armes d'assaut. Cependant, malgré le tollé public, aucune législation fédérale significative n'a été adoptée. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très intéressante que vous allez adorer.